à M. Maté, au docteur Maté, qui officie aujourd'hui sur ce plateau ici en qualité d'expert. Donc, par son magistère, on va essayer de comprendre un certain nombre de choses. Budget comme ça, là, ça a augmenté parce que tout le monde est en train de... Voilà, on sort les fanfares, tout ça, budget exceptionnel, historique. Ça peut avoir quelle incidence sur la qualité de vie des Ivoiriens ou précisément sur leur pouvoir d'achat? Sur l'impact du budget. L'impact du budget dépend de la redistribution. Parce que nous sommes un pays encore pauvre. Excusez-moi, un pays en développement, on peut épiloguer dessus, développement, pays pauvre, pays développé, pays en développement, etc. Mais on n'a pas encore atteint le niveau des États-Unis ou des pays occidentaux en termes de développement. Donc, généralement, quand c'est comme ça, la manière d'impacter la population par les investissements, parce que c'est la redistribution. Et là aussi, je pense qu'il y a des choses, il y a des actions qui sont faites. Encore une fois, je relativise. Parce que le gouvernement Ouattara a fait des choses qui ne sont pas faites dans d'autres pays. Et ça me dira que probablement ça a commencé à être fait avant 1980, peut-être. Mais ce que je veux dire par ici, c'est que ce qu'il faut pour que ça impacte pour un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est qu'il faut redistribuer la richesse. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro, un numéro consacré au décryptage du budget de l'État de Côte d'Ivoire pour cette année 2026, en compagnie de nos chroniqueurs. Bonsoir, Président Jean-Paul Roux. Bonsoir, Carly. Bonsoir, Sigata. Bonsoir, Caroline. Bonsoir à Jean-Yves, à Moussa, à Ensan. Bonsoir, messieurs. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On accueille aujourd'hui dans la bande un spécialiste de ce sujet, le docteur Samuel Mattei, qui est professeur d'économie de management, spécialisé dans les problématiques de la dette, du financement et de l'entrepreneuriat. Bonsoir, docteur. Bonsoir Carlyle et bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Déjà, d'entrée de jeu, on a appris que cette loi des finances pour 2026 prévoit 17,350,2 milliards de francs CFA. On parle d'un budget en progression de 13,1% par rapport à celui de l'année dernière. Est-ce que, M. Mattei, on peut parler d'une année record pour la Côte d'Ivoire? Ok, merci. Merci Carlyle. On peut parler de quelque chose de significatif pour trois raisons. La première raison, c'est la première fois que la Côte d'Ivoire a atteint ce niveau de budget. Ça, c'est extrêmement important. Et deuxièmement, comme je le disais dans une discussion hier, on a beau ne pas aimer le lièvre, mais il faut admettre qu'il court vite. La Côte d'Ivoire, non seulement a 17 000 milliards, plus de 17 000 milliards, mais il faut noter que et la Côte d'Ivoire a retrouvé l'excédent budgétaire. Surtout au niveau du commerce, on a plus de 2 000 milliards de francs CFA d'excédent budgétaire depuis très longtemps et beaucoup de pays ne l'ont pas. Ils sont plutôt dans un truc, dans une orelle déficitaire. Et puis la troisième raison, c'est que aujourd'hui, sur le budget 2024, je pense que plus de 90% des ressources ont été mobilisées en interne. Ça voudrait dire quoi? Parce que généralement, les budgets, en Afrique, c'est beaucoup de prêts à la Banque mondiale, beaucoup de dons qu'on va aller tendre la main pour pouvoir équilibrer le budget. Mais la Côte d'Ivoire fait partie des rares pays qui ont pu mobiliser en interne la majorité de ce budget sur 2004 déjà. Et je pense que la tendance va continuer sur 2025. Et ça, c'est déjà à saluer. Insa. Oui, bon, écoutez, c'est, on va dire, deux années d'affilée hein, où il y a effectivement des budgets quand même records, des budgets records en ce qui concerne en fait la Côte d'Ivoire. Nous étions à 15 000 milliards sur le budget 2025. Aujourd'hui, c'est 17 350,2 milliards. Effectivement, ce sont des budgets records. Euh, c'est indéniable, hein. Il suffit de regarder au niveau de la sous-région. Après, au niveau de la mobilisation, d'accord, des ressources, les mobilisations des ressources, bon, là, je viens de l'apprendre effectivement que la mobilisation des ressources ont été effectuées en interne. Il va falloir que je vérifie cela parce que certaines sources disaient que le budget représentait était quand même problématique dans sa composante parce que
elle sert en même temps ce budget-là à pouvoir réaliser d'accord, des plans infrastructurels et autres, mais ce budget aussi sert à réduire plus ou moins la dette qui existe. Donc, en termes de mobilisation, donc en termes de budget, le chiffre, il est effectivement historique. Maintenant, il y a des points sur lesquels on pourra véritablement discuter, la répartition des poches budgétaires, la priorisation, la transparence en ce qui concerne aussi les différentes dotations qui sont faites. On aura le temps effectivement d'en parler, mais j'ai eu une information en ce qui concerne la mobilisation des ressources qui sont à 90% en interne. J'espère que M. Maté pourra nous donner plus de détails là-dessus parce que je suis véritablement intéressé. Je laisse le docteur réagir à votre question hein, avant de faire circuler la parole. Docteur Maté. Bon, effectivement, c'est quelque chose qui est extraordinaire, mais au niveau de l'économiste, il faudrait faire la différence entre les dettes, le paiement des dettes et, disons, les ressources. Il faut faire la différence parce que dans les discussions publiques, souvent, on tend à pouvoir franchir des lignes qui ne sont pas nécessairement franchissables. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire la distinction entre le poids de la dette, le paiement de la dette, et puis la mobilisation des ressources. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que je peux mobiliser mes ressources, c'est-à-dire que la grande partie de ce budget provient des impôts que je mobilise, parce que c'est ce qui est conseillé généralement. La prudence est la règle en économie, et pour un pays qui est équilibré, c'est de se dire qu'au moins 80% de ton budget provient des impôts que tu mobilises, et non des prêts, du moins des emprunts. Mais ici, donc, il faut faire la différence entre cette mobilisation et puis la dette qu'on paie. C'est différent. C'est-à-dire dans le sens qu'aujourd'hui, le pays s'est endetté pour investir dans des infrastructures. Je pense que sur l'année 2024, on était à plus de 20% du budget qui était consacré au remboursement de la dette, donc capital plus intérêt. Et je pense que ça va passer, selon les chiffres que j'ai en ma possession par rapport aux petites recherches que j'ai faites pour actualiser les choses, je pense qu'on va passer autour de 26%. 26% du budget sera consacré au remboursement de la dette. Ce qui est tout à fait normal parce que un des pays les plus endettés, c'est les États-Unis. Mais c'est différent parce qu'eux, ils s'endettent en dollars et tout, etc. C'est un autre sujet. Donc, c'est pour clarifier ce point à M. Nsang que, effectivement, il a raison, mais il faut qu'on soit prudent et qu'on fasse la différence entre le poids de la dette et la mobilisation des ressources. Merci. Merci, monsieur le docteur. On reviendra en profondeur sur la dette. Jean, vous voulez réagir aux chiffres avant qu'on revienne? On parle un peu de croissance. Bon, en fait, comme je pense que tout le monde l'a un peu ébauché, hein, donc après 15, bon, après toutes ces, comment dirais-je, après ces différents bons-là, on peut dire que bah, on pourrait peut-être potentiellement dire que l'économie de gens de la Côte d'Ivoire se porte bien. Mais moi, j'ai potentiellement quelques questions là-dessus. Parce que là, quand moi je vois un parti au pouvoir qui a passé 15 années et que dans cette ligne budgétaire-là, je remarque que je crois il y a des investissements qui sont encore, des investissements publics qui sont encore massifs. Donc, je crois à hauteur de 4 milliards. Donc, je pourrais dire potentiellement un quart du budget. Moi, je m'interroge après 15 années de gestion, moi, je trouve quand même, c'est peut-être parce que je ne suis pas économiste, mais moi, je trouve un peu anormal de constater qu'une ligne d'investissement public reste aussi massive. Et puis, pour moi, cela révèle un peu, bah, il y a quand même un retard accumulé, je vais dire, des projets structurants. Vous voyez? Et donc, moi, je me pose la question encore de la capacité de cet État-là à pouvoir gérer efficacement ses investissements pour stimuler durablement la croissance. Donc, est-ce que peut-être le docteur peut-être pourra nous situer là-dessus? Est-ce que après 15 années, est-ce normal qu'on soit toujours dans des investissements publics? Pourquoi le secteur privé
l'État n'a pas réussi en fait à transmettre ces investissements-là, je veux dire, au secteur privé. Pourquoi le secteur privé n'a pas pris le relais et qu'après 15 années, on soit toujours dans ces investissements publics? Docteur Maté. Oui, il y a trois choses qu'il faut remarquer ici, hein. Il y a trois choses. Le poids des infrastructures, bon, j'ai intervenu à une conférence dans une université américaine il y a quelque temps et j'expliquais que le poids de l'infrastructure, parce que la Côte d'Ivoire est un bébé au fait. Au niveau des pays, au niveau des hommes, on sait qu'à 60 ans, ils commencent à être vieux comme nous. Mais au niveau d'un pays, la Côte d'Ivoire est un bébé. Les États-Unis fêtent 250 ans, la Côte d'Ivoire fête 60 ans. 15 ans, c'est rien dans la vie d'un pays, au fait. C'est ce que je voudrais dire. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter. Et la Côte d'Ivoire, les États-Unis, malgré leurs 250 ans, années d'existence, ils continuent d'investir dans l'infrastructure. Aujourd'hui, Trump a mis en avant, on s'adapte et ils sont en train de changer complètement leur infrastructure au niveau de l'intelligence artificielle. Ils veulent inclure l'intelligence artificielle dans tous les aspects de la vie des Américains. Donc, il y a plein de projets sur lesquels il y a un projet même qui est à 500 milliards de dollars. Et convertissez ça en francs CFA, ça vous donne le vertige. Donc, le fait d'investir énormément dans les infrastructures après une certaine période n'est pas un péché. Au contraire, mais par contre, il y a trois faiblesses. On va revenir sur ça, mais je les énonce maintenant rapidement. Il y a trois faiblesses dans cette dynamique. La première faiblesse, c'est le poids des institutions. On est toujours, je crois, autour entre 3 000 milliards et plus des salaires des fonctionnaires publics et puis des institutions. Donc, on se pose la question, par exemple, sur la création du Sénat, le budget du Sénat. On se pose des questions sur le nombre de ministres. Je me rappelle le président de la République, quand il était dans l'opposition, il parlait de 20 ministres. Certains pays ont pu le faire. Donc, il y a le poids du budget public en termes d'institutions, etc., qui est une des faiblesses, il faut le reconnaître. Et puis, la deuxième faiblesse, par rapport à ce budget qu'on peut attaquer, non pas le poids de l'investissement en infrastructure, mais la deuxième faiblesse, c'est la corruption. Et la Banque mondiale a déjà tapé sur les doigts de la Côte d'Ivoire sur la corruption. Il avait été évalué à près de 1200 milliards. Et ça encore, ils étaient gentils. Et la corruption est dangereuse parce qu'elle détruit. J'ai été, il y a quelques années, le conseiller spécial du ministre Zorobi quand le ministère de la corruption, de la lutte contre la corruption a été mis en place, mais malheureusement a été après fermé pour que il a été mis plutôt à la haute gouvernance. Donc, la deuxième grande faiblesse de ce pays, c'est la corruption. Et ça détruit. Et le troisième élément de la faiblesse de ce budget, on aura l'occasion de revenir, mais c'est juste pour énoncer, c'est le fait qu'il y a des secteurs clés où il y a des lignes clés qui ont été négligées au fait. Et c'est très dangereux. Et là, je peux vous rejoindre justement pour dire, par contre, je reformule ce que vous avez dit, pour dire que pourquoi autant en infrastructure et moins sur deux choses? Il y a deux choses qui m'ont choqué dans ce budget. Premièrement, alors que le budget de la sécurité fait près de 1500 milliards, 1500 milliards, le budget de la jeunesse et de l'emploi des jeunes fait 90. 900 milliards, 900 milliards, 1500 milliards pour l'éducation. Mais je parle du budget de la sécurité. Il faut faire 900 attention. milliards, 1500 milliards pour l'éducation nationale et Non, non, 900 non, milliards. non, 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 non. Attention, précision, Il y a, merci. il y a- il y a le budget de la sécurité, c'est le budget du ministère de la Défense plus le budget du ministère de l'Intérieur. C'est ce Ah qu'on non, appelle le bah, budget de la là, sécurité. parce que la sécurité, c'est de l'intérieur. La défense, c'est autre chose. Non, 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 Vous avez non, fait une jonction des deux. Autant pour moi. c'est une question de définition. On parle de budget de sécurité pour sécuriser à l'extérieur comme à l'intérieur, c'est-à-dire aux États-Unis, par exemple, on te parle de budget de sécurité quand on te parle du budget de la CIA qui s'occupe de l'extérieur et de l'armée peut-être et du budget du FBI. Donc, dans ce sens, C'est par pas exemple, quand on vous parle de budget de la sécurité, dans la définition, c'est le budget de la défense plus le budget de l'intérieur. Maintenant, on les segmente à part pour dire que le budget
de la défense fait, je crois, plus de 400 milliards, 480 ou quoi. Ouais. Et le budget de la sécurité, c'est-à-dire le budget du ministère de l'Intérieur, fait autour de, je crois, 800 milliards. 946. Ouais, 900, ouais. 946, autant pour moi. Donc, c'est l'ensemble qui forme le budget de la sécurité. Mais ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est la proportionnalité. Ouais. C'est-à-dire que si on donne autant à la sécurité et que l'emploi des jeunes, la Côte d'Ivoire, qui est un pays qui est à 65% de jeunes, on donne 90 milliards, je me pose des problèmes en fait. 75% de jeunes, ouais. Est-ce que tu vois? Et ensuite, deuxièmement, je me pose des problèmes sur le fait que le secteur privé, moi j'ai été, c'est moi qui ai dirigé la rédaction du plan sur le secteur privé pour le PND 2 et 3, et c'est également moi qui ai rédigé récemment sur le secteur privé pour le plan les éléments qui vont venir là et tout. Donc, je me pose des questions sur le secteur privé pour dire qu'on a également près de seulement 90 milliards pour le ministère de l'Industrie, du Commerce, qui est un super ministère, au fait. Industrie, commerce. Moi, j'ai été conseiller spécial du ministre de l'Entrepreneuriat et du Commerce en son temps, en Côte d'Ivoire, où j'ai été dans le gouvernement en tant que conseiller technique. Et j'avais toujours dénoncé cela. Et le secteur privé qui aujourd'hui représente le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et de l'Entrepreneuriat est à 90 milliards. Donc, bref, voilà un peu pour moi, on va revenir dessus sûrement, les trois faiblesses de ce budget à corriger. Donc, le poids des institutions, la corruption et puis les secteurs clés ou des lignes clés comme la jeunesse et l'emploi et, disons, les secteurs privés qui sont... On nous parle on annonce 6,7% de taux de croissance. Sigata, hein, vous êtes pour représenter la majorité présidentielle sur ce plateau, je dirais le vôtre. Le ministre de l'économie se félicite, je cite, de la résilience de l'économie nationale. Partagez ses propos, j'imagine. Bah oui, tout à fait. Parce que est-ce que le taux de 6,7% est atteignable? Bah oui, très clairement. Comment? Mais ça va passer justement par une bagatelle de mesures pour booster la croissance. Je tiens à rappeler que ce taux de croissance-là, nous l'avons déjà eu dans le passé. Quand vous prenez la période de 2012 à 2019, nous étions environ une croissance moyenne de 8,1%. Et quand vous prenez l'année de 2012 seule, nous étions à 9,8%. Donc, pour vous dire en fait que ce taux-là n'est pas... c'est un taux qu'on peut atteindre. Quand on voit un peu les projections du projet de développement du gouvernement, avec tous les grands travaux qui sont prévus, avec tous les investissements qui sont prévus, oui, 6,7%, c'est facilement atteignable pour moi. Président Jean-Paul Leroux. Merci, Khalil, de me donner la parole, même si tu sais que... Vous êtes très profane aujourd'hui. Je suis chiffrophobe sur les bords. Moi, ce sera beaucoup plus des interrogations. C'est ça. Voilà. Parce que pour moi, un budget, bon, en même temps, l'argent n'est pas dans la poche des gens là. Hein, j'imagine que le docteur Maté va me rassurer. Les 17 milliards ne sont pas dans la poche des différents ministères et ministres et autres. Oui, je le compte. Moi, d'abord, j'aimerais revenir sur l'interrogation de Jean-Yves, c'est-à-dire celle de l'investissement public massif. Je me suis débrouillé, j'ai un peu regardé les chiffres, même si ça me donne le tournis. Je crois que cette année, dans le budget de cette année, il a beaucoup progressé l'investissement public dans les différents secteurs d'activité. Et que ce n'est pas un bon indicateur que l'argent public serve dans certains secteurs pour certainement insuffler, je dirais, le développement ou la croissance. Est-ce que c'est, à mon sens, c'est bien, c'est normal. On parle d'un régime libéral quand même. Voilà, bon, même si on est dans un régime qui est un peu libéral, mais c'est bien qu'on insuffle l'argent des Ivoiriens dans certains secteurs qui peut leur permettre de se développer. Et puis moi, deuxièmement, revenir au docteur Maté, lui-même l'a déjà évoqué, hein, est-ce que cet investissement massif-là de l'argent public, est-ce que ça rentre, comme il a évoqué, peut-être qu'on
on va profiter pour y arriver dans les secteurs clés que sont l'éducation, que sont la santé. Il ne s'agit pas, pour ma part, de construire seulement des classes, il ne s'agit pas seulement de construire des hôpitaux, mais sur aussi la qualité de l'enseignement, c'est-à-dire former des enseignants qui seront de qualité, former beaucoup d'enseignants de qualité et en quantité, former beaucoup de personnel médical en qualité et en quantité. Est-ce que vous qui êtes rentré en profondeur de ce budget-là, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que cet investissement public-là, aujourd'hui permet de dire que dans les prochaines années, nous aurons beaucoup plus de médecins, plus d'infirmiers, plus d'aides-soignants, beaucoup plus d'instituteurs, de professeurs et d'enseignants dans nos différentes universités. Moi, pour l'instant, c'est là mes différentes préoccupations. Savoir assez de questions pour Dr Maté. Et moi, je complète avec la question du taux de croissance. Est-ce que les 6,7% sont vraiment atteignables? Ce n'est pas trop ambitieux, finalement? Ouais, c'est-à-dire que, bon, je vais commencer avec, on va arriver au taux de croissance. Je vais expliquer quelque chose que beaucoup de gens sur les plateaux confondent. Bon, déjà, ce qui voudrait dire quoi? C'est l'investissement massif. Je vous assure, moi, je fais le tour du monde. Aujourd'hui, je suis basé à Washington pour diverses raisons, mais je fais le tour du monde pratiquement chaque 3 mois. Et c'est quand on traverse, il y a encore un mois, j'étais dans 5 pays africains, Niger, Tchad, RDC, etc. Et je vous assure que en RDC, j'ai plein d'amis de la RDC, je les aime bien, j'aime bien la RDC. J'étais en RDC et il n'avait plu. Et quand il n'avait plu, et c'est là que j'ai découvert un nouveau métier. Et il y avait ce qu'on appelait les transporteurs d'humains. C'est-à-dire que il y avait tellement d'eau sur la plupart des routes que pour traverser la route, vous devez payer quelqu'un qui va vous transporter au dos pour que vous ne marchiez pas dans l'eau pour traverser la route, en fait. Et dans beaucoup de pays que je traverse en Afrique, je ne vais pas en nommer d'autres, c'est quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez dans ces pays et que vous voyez la différence au fait, en termes d'infrastructure, de routes et de ce qui a été fait par la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire est très en avance. Comme je le dis, même si tu n'aimes pas le lien, il faut reconnaître qu'il court fort, qu'il court vite. La Côte d'Ivoire est très, très en avance sur, je dirais, 80% des pays en Afrique sur tout ce qu'il y a comme infrastructure. Et ça, c'est important. Mais là où le problème, le bas blesse en Côte d'Ivoire, c'est sur l'aspect de la corruption. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que si on fait des routes et que la corruption intervient, des routes qui devaient durer 20 ans vont durer 5 ans. Et ça, on le remarque avec, quand mon ami Diaby était offert, on le remarque, on a eu à faire des études dessus, on le remarque. Donc le problème ici, par rapport à ces gens Yves, je crois, donc le problème ici, c'est le problème de la corruption qui revient. Et sinon, les investissements sont faits, et ça, encore une fois, il faut saluer le fait que on a près de 1500 milliards dans l'éducation, c'est énorme, c'est fantastique. Et je salue ça avec les deux mains. Et que la santé aussi, je crois que la santé, c'est 800 milliards, je crois. Donc, du moins, c'est dans ces zones. Et donc, aussi, ça aussi, c'est très important. Santé, infrastructure, éducation ont été mis en avant par ce budget. Et c'est quelque chose de très important avec des montants assez énormes. Et il faut dire que ces trois investissements, santé, infrastructure, éducation, ce sont des choses sur le long terme. Est-ce que vous voyez? Et quand j'avais rédigé le plan, c'est moi qui ai dirigé la rédaction du plan stratégique des PME pour la Côte d'Ivoire. Et quand on avait rédigé ce plan, et quand on est arrivé sur l'éducation, on s'est rendu compte qu'au fait, l'éducation, tu n'obtiens les retours sur investissement de l'éducation qu'après 15 à 20 ans, en fait. C'est-à-dire que quand tu veux former, quand tu formes, tu as des enfants, tu les formes, c'est peut-être après 15 à 20 ans que tu vas avoir le retour qui te seront utiles, au fait. Et c'est pour ça que des pays comme les États-Unis font l'immigration des adultes. C'est pas pour rien. C'est une stratégie économique quand les États-Unis te disent que, bon, chaque année, les Américains naturalisent 1 million de personnes. Même avec ce que Trump fait, c'est pour réduire 11 millions d'illégaux. C'est quand même énorme, même si en termes de pourcentage, c'est la Côte d'Ivoire qui a le plus grand pourcentage, un des pourcentages les plus élevés en immigration. Donc, je suis d'accord avec vous, l'investissement est massif en infrastructure, c'est important,
Mais là où le bas blesse, c'est toujours au niveau de la corruption sur les marchés, et l'octroi des marchés et puis la validation de la qualité quand on fait ces investissements. Même si après on essaye de mettre avec l'appui de la Banque mondiale, la direction des marchés publics, mais les gens arrivent toujours à contourner cela. Maintenant, sur la croissance. Au fait, la croissance, c'est quoi? La croissance, c'est juste pour dire, il y a trois choses qu'il faut connaître quand on parle de croissance économique d'un pays. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la croissance, c'est tout simplement pour dire que l'année passée, j'ai fait 100, j'ai produit 100, et cette année, j'ai produit 120. Donc, j'ai eu une croissance de 20%. Et ça, c'est la première chose. Donc, c'est par rapport à l'année précédente. Et donc, quand il y a un jump, c'est pas nécessairement que tu es bon. Si tu as été mauvais l'année passée, que cette année tu t'améliores, on va se dire waouh, il a fait un jump, ce qui n'est pas mal. Et je pense que un des intervenants l'a dit. La Côte d'Ivoire a déjà eu, je crois que c'est en 2021-2022, 7% de croissance. Est-ce que ouais? Donc c'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Mais par contre, ce qu'elle n'est pas encore arrivée à faire en économie, nous disons que pour accélérer le développement du pays, parce que quand on était en train de rédiger le PN2 1 et puis le PND2, on avait des pays émergents. On n'a pas pu atteindre cela. On est en train de l'atteindre. On avait des pays émergents en 2020, je crois. Donc, pour atteindre ça, il faut avoir une croissance à 2 chiffres. C'est ce qu'elle n'arrive pas encore à faire. Parce que sans la croissance à 2 chiffres, il est difficile pour la Côte d'Ivoire d'atteindre ses objectifs en termes d'émergence. Et ça, on l'a bien souligné. Donc, les 6,7% même, c'est vrai que c'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, la croissance dans la sous-région CEDEAO, c'est autour de 4%. Déjà, les 6,7%, la Côte d'Ivoire est en avance sur beaucoup de pays. Mais le problème, c'est que tant que la Côte d'Ivoire n'arrive pas à la croissance à 2 chiffres, comme on le dit en économie, c'est-à-dire à partir de 10%, il lui sera difficile d'atteindre ses objectifs en termes de pays émergents. Ça, c'est la première chose à noter. La deuxième chose à noter, c'est que la croissance diminue avec le poids de l'économie. Et ça, beaucoup de gens n'ont pas toujours cet aperçu des choses. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'aux États-Unis, vous allez voir l'économie américaine, on va dire une croissance de 2%, de 3%, c'est normal. Parce que c'est comme une machine, au fait. Quand la machine est lourde, elle peut, 3% de l'économie américaine, c'est un millier de milliards. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est normal qu'une économie qui est jeune, qui est en plein développement, un enfant, par exemple, si vous prenez Moussa ou Nsang, je pense qu'à leur âge, ils ne peuvent plus grandir. Généralement, en économie, on donne le comparatif de l'être humain qui grandit. Mon enfant qui a 10 ans, de 10 ans à 12 ans, il va peut-être prendre 10 centimètres. Bon, je dis n'importe quoi, il va prendre 5 centimètres. Mais quand tu as déjà 25 ans, je suis désolé pour Moussa et pour d'autres qui ont la trentaine, la quarantaine, vous ne pourrez plus grandir de 10 centimètres. Ce n'est pas possible. C'est la même chose pour la croissance économique des pays. C'est-à-dire que quand le pays est en plein développement, jeune, sa croissance doit être forte. Parce que quand le pays va atteindre un certain âge, la croissance ne pourra plus être de 10%. Aujourd'hui, la croissance de la Chine ne peut plus être de 10%, par contre. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on demande à ce que cette croissance soit maximale pour des pays comme la Côte d'Ivoire. C'est vrai que, comme je le dis souvent, on se compare au meilleur de la classe et non au pire de la classe. Et je remets toujours, et j'essaie toujours de recadrer les Ivoiriens quand ils disent, ah non, on est en avance sur le Mali, sur le Burkina. Je dis non, la Côte d'Ivoire ne doit pas se comparer à ces pays. La Côte d'Ivoire doit se comparer à Singapour, à la Corée du Sud, etc. Parce qu'il y a 20 ans, ces pays venaient en Côte d'Ivoire pour 20 ans, pour pouvoir voir comment on se développe, parce que c'était le miracle ivoirien. Est-ce que vous voyez? Donc, on doit se comparer à ceux qui sont devant. Et pour ça, les 6,7%, c'est pas bon. Euh, Est-ce que je peux réagir? Oui, allez-y. Papa Jean, il veut prendre la parole après vous. Allez-y. Ok, merci. Donc, moi, concernant déjà le budget des 17 000 milliards, pour moi, ça traduit l'ambition d'une grande Côte d'Ivoire annoncée par le président Ouattara. Il faut se rappeler qu'en 2011, on était déjà à 3 000 milliards. Cette année,
15 ans plus tard, on est à 17 000 milliards. Donc, on a une multiplication, on va dire une multiplication de près de 6 du budget de la Côte d'Ivoire en 15 ans. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Donc, cette ambition, cette grande Côte d'Ivoire, on la met on la traduit en acte à travers ce type d'ambition-là. Pouvoir mobiliser autant de ressources, pour moi, je trouve que c'est quelque chose à vraiment saluer. Et c'est là, ce qui me plaît, ce qui me réjouit en plus, c'est que c'est à travers vraiment une mobilisation interne. Le docteur l'a dit, il y a une bonne partie de l'argent qui est censé être, comment dirais-je, collecté dans les recettes qui provient de ce qu'on arrive à, à à récupérer en interne. Et ça, c'est une très bonne chose. Et pour moi, le contexte aussi est favorable avec les prix des spéculations telles que, comment dirais-je, le café cacao. Et aussi, il faut rappeler que cette année, on a eu un excédent budgétaire de 2 000 milliards et je pense que c'est quelque chose qui va se poursuivre à la longue, même si c'est vrai que pour le cacao, par exemple, les prix sont en train de baisser, mais je pense qu'avec la diversification de l'économie, en plus des produits de rente. Maintenant, on est en train de développer le secteur minier. On a aussi les gisements, pétroliers. Je pense que non, c'est quelque chose qui est favorable à la mobilisation des ressources et aussi qui est favorable pour l'atteinte du taux de croissance escompté. Je pense que tous les facteurs, on va dire tous les facteurs sont favorables pour nous pour qu'on puisse atteindre ces objectifs-là. Et moi, je me réjouis d'autant plus que dans la déclinaison de ce budget-là, il y a certains secteurs que je considère prioritaires qui ont vu leur budget augmenter, notamment la santé, l'éducation. Je suis aussi je suis en phase avec Jean-Yves et Dr Mattei par rapport au budget dédié à la jeunesse, vu le poids de cette frange de la population, au niveau de la population totale. Pour moi, 82 milliards, je pense qu'on aurait pu faire plus que ça, mais c'est déjà beaucoup par rapport à ce qu'on avait avant et je pense que non, le gouvernement est encouragé dans ce sens. On va allumer un peu le plateau, hein. C'est un peu froid là. On va allumer un peu le plateau. Merci pour vos analyses vraiment de contexte. Il y a un serpent de mer qu'on ignore ici, c'est la dette publique qui a fortement augmenté depuis 2019. Je crois qu'on est en dessous des 3% requis par la moyenne communautaire. Et quand on regarde un peu le budget, quand on regarde, le docteur a parlé tout à l'heure, il a mis le pied dans le plat lorsqu'il fait référence aux dotations budgétaires de certaines institutions, est-ce que finalement là, on ne survole pas un peu les débats avec tous ces chiffres? Jean-Yves Winsor, quelqu'un se lance avant que le docteur reprenne la parole. Moi, personnellement, Jean-Yves, si tu permets, je vais essayer de revenir sur certains sujets. Je suis un amateur d'économie et j'aimerais comprendre certains trucs. Parce que Dr Mattei a donné l'exemple évocateur en parlant de Kinshasa, en faisant un exemple sur Kinshasa en saison pluvieuse et Abidjan. Moi, je tiens à dire quelque chose, en fait. La Côte d'Ivoire, depuis déjà les années 70, n'est pas en fait d'accord. La Côte d'Ivoire ne renaît pas en termes infrastructurels comme s'il y aurait quelque chose d'extraordinaire. Les acquis infrastructurels par rapport à certaines réalités africaines, la Côte d'Ivoire les avait depuis fort longtemps. Effectivement, il y a eu une déliquescence à partir de la période des années 90, du coup d'État jusqu'à 2011. Mais cette déliquescence n'était pas une catastrophe, de telle sorte que la Côte d'Ivoire n'existait pas. On a eu ce relais en fait de communicationnel sur l'arrivée de M. Ouattara comme un brillant économiste, une attraction d'investisseurs en fait sur le terrain en Côte d'Ivoire. Et bon, voilà, il y a aussi les éléments, les indicateurs en ce qui concerne le PIB. Monsieur Mattei est aux États-Unis, on ne peut pas en fait faire une similarité très en fait d'accord les critères de calcul ou de réalité en termes de PIB aux États-Unis et en Côte d'Ivoire. Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Les économistes les plus chevronnés pourront nous expliquer cela, mais on n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas les mêmes fondamentaux. La Côte d'Ivoire est un pays qui repose en priorité sur une économie à caractère primaire. On n'a pas d'industrialisation réelle. D'accord, on n'a pas un secteur tertiaire hautement poussé. Ça, ce sont les réalités, ce sont les faits. Maintenant, j'aimerais revenir sur quelque chose. J'ai entendu ici,
on a évoqué quelque chose de très important, la mobilisation en termes budgétaires, d'accord, interne à hauteur de 90%. Moi, j'aimerais véritablement qu'on me donne les points de cette mobilisation de ressources internes à hauteur de 90%. Je sais que le gouvernement de Côte d'Ivoire insiste sur une mobilisation en termes de recettes fiscales. Ils ont même essayé pour l'année 2026, ils ont prôné l'élargissement d'accord de l'assiette fiscale pour qu'il y ait véritablement des ressources internes qui jouent un plan assez important au sein de la construction de notre budget. Ça, c'est un autre plan. J'aimerais revenir sur ce que M. Moussa venait de nous dire tout à l'heure en ce qui concerne la croissance. Parce que notre ami Sigata, que je n'avais pas vu, à qui je transmets mes salutations en passant, parlait en fait d'accord du fait que la croissance, l'objectif de la croissance sur les 6,7% pouvait être atteignable parce que dans les années 2012-2013, on était à hauteur de 8% et autres. J'aimerais dire quelque chose. Effectivement, vu le budget que nous avions eu et puis vu le budget que nous avions eu et le budget que nous avons, les 6,7% sont atteignables. Ça, c'est pas extraordinaire. Mais derrière, il y a des éléments qui sont très importants. Nous sommes en fait soumis à une inflation importée. Tout à l'heure, M. Moussa parlait du cacao, le marché mondial du cacao. Effectivement, nous en dépendons fortement. Ces éléments-là, ces critères-là externes peuvent jouer rapidement et impacter très rapidement, d'accord, notre économie. Et ce point-là, il est important à relever parce qu'on avait un prix exponentiel, d'accord, sur le cours mondial en ce qui concerne le cacao. Il y a eu une chute il n'y a pas très longtemps, je pense un mois et autres, tout le monde en parlait. Donc, ces éléments-là nous exposent, d'accord, nous exposent véritablement en ce qui concerne en fait des objectifs à atteindre et il faut tout faire pour parer, d'accord, à cette situation-là. Nous avons des économies qui peut-être aujourd'hui font peau neuve, qui sont flamboyantes par certains experts, mais il y a certains éléments sur lesquels il faut insister véritablement. Inflation importée, économie qui repose en grande partie sur des matières premières parce qu'on n'a pas atteint encore l'objectif de l'industrialisation, d'accord, en ce qui concerne le secteur secondaire. On n'en parle pas souvent. Donc, cela nous expose. Et puis, on a une économie qui est fortement importée et qui est fortement portée sur l'importation. Donc, on a une société de consommation qui n'est pas quand même à négliger. Voici ce que je voulais dire. Maintenant, revenons sur votre question en ce qui concerne le taux communautaire. Je pense que la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne le taux communautaire, nous sommes en dessous de la norme des 70%. Actuellement, on a un objectif fixé qui est à hauteur de 60,7 ou 59,5, si j'ai bonne mémoire. Cela est faisable en ce qui concerne l'accord, cela est faisable. Et la plupart, même Mme Kabanyali, on a parlé lors d'un événement avec M. Stanislas Zézé, on avait parlé de risque de surendettement modéré, mais nous sommes au-delà, nous sommes en deçà, de la norme communautaire, en deçà des 70%. Donc, je pense qu'ils vont essayer, ils vont faire de telle sorte que les choses se stabilisent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Jean-Yves, et après vous avez la parole. Si vous voulez, Jean voulait prendre la parole. Donc, rapidement, il y a Dr Mattei qui a parlé d'un truc très, très, très important, c'est-à-dire lorsqu'on investit dans l'éducation, on peut compter 15 à 20 années, par exemple, pour pouvoir rentabiliser sur celui-ci. Donc, aujourd'hui, moi, j'aimerais vraiment saluer aussi le budget qui a été alloué à l'éducation de plus de 1500 milliards. C'est à encourager. Mais ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on investit lorsqu'on investit dans une personne, par exemple, on voit que les Ivoiriens, généralement, ceux qui migrent, là, je pense, à partir de la majorité. Donc, lorsqu'ils, après le bac, généralement, ils viennent, ou bien à partir de l'université, ils viennent en Europe pour histoire comment on appelle ça, de venir voir d'autres horizons, parce que les formations comment on appelle ça, qui sont dispensées ne rentrent plus avec leurs aspirations. Et donc, généralement, c'est à partir de cette période-là qu'on paie le capital, on paie les personnes, mais du moins le capital humain, je peux m'exprimer ainsi, qui permettront à l'avenir de rentrer dans ce système-là pour pouvoir demain permettre à la Côte d'Ivoire de rentabiliser sur ces personnes-là. Donc, l'investissement qui a été fait, par exemple, dans l'éducation, moi, j'aurais aussi souhaité que l'investissement qui se fasse aussi dans l'enseignement supérieur soit aussi plus important afin de pouvoir maintenir, je vais dire, ces personnes-là qui, après le bac, n'y ont pas
à l'extérieur pour venir se former. Parce que... Je vous complète, Jean-Yves. C'est 338 milliards effectivement pour l'éducation, pour l'enseignement supérieur. Il y a un décalage massif avec les 1746 de l'éducation nationale. Effectivement, sachant que ça va partir de la majorité que les gens quittent le pays, est-ce que dans la politique du gouvernement, il n'aurait pas été judicieux qu'on investisse plus dans l'enseignement supérieur? D'autant plus qu'aujourd'hui, regardez la politique ou du moins la communication qui se fait, on demande comment on appelle ça, aux Ivoiriens de l'étranger de rentrer au pays. On leur demande de rentrer au pays parce qu'ils ont constaté effectivement que ces Ivoiriens-là se sont formés à l'extérieur et donc ils peuvent venir, ils peuvent retourner au pays histoire de contribuer aussi au développement de ce pays-là. Mais on a indiqué aussi un truc très important, c'est que lorsqu'ils viennent, à quelle institution ils doivent se référer? Mais c'est normalement, comment on appelle ça, au ministère de la Jeunesse qui, normalement, devrait les accompagner à s'installer. Mais ce ministère, on constate aussi que le budget consacré à ce ministère-là a été réduit. Donc, est-ce que la politique d'inciter les gens à retourner au pays avec la réalité, en regardant le budget, est-ce qu'il n'y a pas un gap? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage? Et donc, pour moi, je veux dire, c'est un peu de la poudre de perlimpinpin. On nous vend des choses, mais à la réalité, c'est tout autre. Monsieur Jean-Yves Président, et après Segata. Le docteur a la parole à la fin pour répondre. Bon, moi, comme j'ai dit, moi, les histoires de chiffres, ce n'est pas mon dada. Moi, j'aimerais poser une question simple à M. Maté, au docteur Maté, qui officie aujourd'hui sur ce plateau ici en qualité d'expert. Donc, par son magistère, on va essayer de comprendre un certain nombre de choses. Budget comme ça, là, ça a augmenté parce que tout le monde est en train de... Voilà, on sort les fanfares, tout ça, budget exceptionnel, historique. Ça peut avoir quelle incidence sur la qualité de vie des Ivoiriens ou précisément sur leur pouvoir d'achat? Est-ce qu'aujourd'hui, ça, le budget qui a augmenté, là, que ça va augmenter le salaire? Est-ce que ça va augmenter, voilà, la qualité de vie des Ivoiriens? Segata, vous voulez réagir? Oui, je vais réagir rapidement sur les propos de Insan. On dit parlons peu, parlons bien. Pour celui qui ne connaît pas Insan, en tout cas, il faut prêter l'oreille pour savoir que dans ces envolées-là, il y a tellement de contre-vérités qu'il dit. Donc, je vais le reprendre. Parce que Insan, ça nous fait croire que... Khalil, monsieur Sigata, s'il vous plaît. Non, je veux revenir sur ce que tu as dit par rapport à... Non, nous sommes dans un cadre... Attendez. Non, c'est pas pour t'attaquer, c'est pour juste apporter... Pas d'attaque, pas d'attaque. Terminez, Sigata. Présenter, en fait, d'accord, le contraire de mes contre-vérités, mais pas... Non, mais je pense qu'il était quand même important parce que... Terminez, Sigata, allez-y. On ne va pas faire croire que nous n'avions pas de problème d'infrastructure parce qu'on entend parler, non, c'était pas à ce niveau que le problème se situait au niveau de la Côte d'Ivoire. Non, faut quand même qu'on se rappelle. Nous avions effectivement des sérieux problèmes d'infrastructure. Et même un ancien chef d'État a reconnu que nous avions énormément de problèmes concernant les routes et un certain nombre de choses. Donc, ne pas reconnaître qu'il y a un gros travail qui a été fait sur ce plan-là, à un moment donné, je pense qu'il faut quand même qu'on soit raisonnable. Il y a énormément d'investissements qui ont été faits. Les chiffres de la Banque mondiale, le docteur Maté l'a confirmé. Tous les analystes sont unanimes sur le fait qu'on a atteint ces croissances parce qu'il y a eu des investissements massifs justement dans les infrastructures. Venez dire que non, depuis les années 70, à un moment donné, il faut arrêter. Et puis, dans ton argumentaire, tu parles toujours du fait que, oui, on est essentiellement capé sur les matières premières. Mais à un moment donné, il faut quand même prendre le soin de lire le programme du gouvernement parce qu'on a été ici à plusieurs reprises, on a débattu sur le programme du gouvernement. Ce sont des informations qui sont à foison sur tous les sites que vous pouvez consulter. Et en fait, le budget est corrélé aux ambitions de l'État. Maintenant, quand tu parles de transformation, mais il s'est prévu. Quand on te parle d'industrialisation et on te dit qu'il y a des pôles, parce qu'on a parlé de décentralisation, un sujet que tu aimes, et que même dans le budget et dans le programme du gouvernement, on te dit que les grandes régions vont être dotées de pôles industriels pour accélérer la transformation de l'industrialisation. Tu ne peux pas faire comme si ce n'est pas quelque chose de prévu. On a aussi parlé de la lutte contre la corruption. Est-ce que le docteur Maté a dit
c'est l'un des points, des piliers forts même de ce programme. Depuis 15 ans, oui, on n'avance pas. Hein. Non, à un moment donné, il faut arrêter depuis 15 ans. Mais le docteur Maté a évoqué, oui, c'est le problème de ce budget. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui justement pour améliorer ça et quand vous prenez les piliers... Donc qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui avez oui. Il y a plusieurs solutions qui ont été proposées. On a parlé de digitalisation, on a parlé de renforcement de l'ACA, on a parlé de... Donc il y a un certain nombre de mesures. Il y a la volonté, il est là. Donc pour ça, c'était pour intervenir un peu sur le cas d'Ensan. Et puis, bon, je me permets puisque la question est adressée au docteur, mais je vais quand même réagir. On se rend compte que le budget a augmenté, comme c'est Moussa. Oui. Moussa le disait, de 2011, on est passé de 3 000 à 17 000 milliards. Je me réfère en fait à une loi d'un économiste allemand qui s'appelle Adolf Warner. Warner, okay, ouais, qui explique en fait... Il y a eu peur qu'il ne sorte l'autre nom. Il s'appelle Adolf Warner, donc c'est un économiste à la fin du 19e siècle qui dit en fait qu'il y a une corrélation entre l'augmentation des budgets par rapport à un État pour plusieurs raisons. Pour lui, c'est lié au fait que il y a un certain nombre de travaux, il y a un certain nombre d'investissements qui est fait. Lorsque l'État investit dans les infrastructures, donc les routes, les ponts et tout, au niveau de la réglementation, lorsque l'État s'implique justement à réguler l'économie, la sécurité et l'environnement, il y a aussi l'augmentation des dépenses sociales. Parce qu'il te dit que lorsque le revenu par habitant augmente, les dépenses publiques par rapport au PIB augmente également. Cette année, par exemple, on parle d'une inscription budgétaire des dépenses, aussi des dépenses des pro-pauvres. C'est ce qui est écrit dans le rapport de budget. Je ne sais pas pourquoi on utilise cette expression pro-pauvre. On parle de 209,6 milliards de francs CFA, donc une augmentation de 9,5 par rapport à l'année dernière. Voilà, donc pour dire en fait que et quand on voit les investissements qui ont été faits dans le secteur clé comme l'éducation, la santé et autres, ça répond justement à la convention d'Abuja de 2001 où ce sont des normes communautaires et il y a un certain nombre de rubriques dans le budget sur lesquelles ils sont essentiellement regardants. Donc ils parlent de tout ce qui va être social, donc éducation, santé, où on oblige justement les États de la communauté de l'UEMOA d'investir. Mais sur le terrain, malheureusement, donc, les gens ne perçoivent pas ce changement. C'est ce que le président disait tout à l'heure. Percevoir comment? Je ne sais pas. Ah, mais Sigata, vous êtes en France, quand vous appelle pour dire Sigata, j'ai besoin d'argent, c'est qu'il y a un problème. Non, mais ça a toujours existé. Même les gens qui vivent aux États-Unis, non, vous n'allez pas me dire que c'est pas parce qu'on t'appelle pour te soutenir. Non. Est-ce qu'on peut venir, docteur va répondre à la question du président, parce que la question est très importante. Hein. Il demande les augmentations qu'on a eues là. Je viens rapidement. Les augmentations qu'on a eues là, les augmentations de budget pour les différents ministères qu'on a eues là, quel sera l'impact dans le quotidien de l'Ivoirien? En gros, le gap, l'argent qu'ils ont augmenté là, qui va payer ça, monsieur? Mais Carline, si tu permets, parce que j'ai été indexé, je vais être très court. Alors, je pense que M. Sigata n'a pas compris. J'ai pris l'exemple du docteur Mattei, faisant un comparatif avec la situation RDC. Il n'a pas fait de comparatif. Terminez, il faut que le docteur réponde, s'il vous plaît. Alors, je répète, j'ai pris l'exemple du docteur Mattei, évoquant la RDC en saison pluvieuse. Et j'ai indiqué que la Côte d'Ivoire, depuis les années 70, possède, d'accord, des infrastructures solides. Et j'ai dit qu'il y a eu un ralentissement à partir des années 90 jusqu'à la crise post-électorale, d'accord, de 2011. Et par la suite, ils ont décidé d'injecter à nouveau sur le plan infrastructurel. OK? Maintenant, si M. Sigata, devant vous, en Mondovision, me dit le contraire, que la Côte d'Ivoire, sur le continent africain, ne possédait pas d'infrastructures considérables depuis les années 70, qui nous le démontre. Deuxième point, parce que je préfère qu'on soit, c'est un sujet sérieux, et j'aime bien parce que c'est un sujet, en tout orgueil, en toute humilité, je ne dirais pas que je maîtrise. C'est aussi que la Côte d'Ivoire n'a pas atteint, d'accord, le niveau d'industrialisation comme les pays développés. S'il me prouve le contraire, il n'y a pas de problème. Il me parle de projet, d'un programme politique. Le programme politique, c'est un programme qu'on réalise. Ce n'est pas encore le cas, cher monsieur. Donc, si vous avez la preuve que la Côte d'Ivoire est un pays industrialisé,
Nous sommes là, nous sommes preneurs et on va la prendre. Mais ne me dites pas que vous allez faire des pôles industriels dans des régions. Ce n'est pas encore une effectivité. Donc ne jouez pas sur les mots et j'aimerais bien que vous reveniez d'accord sur le fait que je dis sur ce plateau qui est quand même sérieux que j'assène des contre-vérités. J'aimerais que vous nous donniez la vérité sur ce plateau avant la fin de l'émission. Non, non, monsieur, il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes. Docteur, c'est pour vous. Non, 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 Moussa, il faut que le docteur réponde. Il nous reste 10 minutes, c'est l'expert. Bon, écoutez, je vais commencer avec Nsan et ce débat. Je pense que pour moi, c'est un débat politique, pas économique. Je vous explique. Pour moi, l'État, c'est une continuité. Il est clair, ce qu'il a dit, c'est vrai, parce qu'il y a eu le premier miracle ivoirien, et déjà dans les années 80, avant 80, avant que le Premier ministre, avant que le président Ouattara n'arrive pour prendre en main l'économie ivoirienne, la Côte d'Ivoire était déjà en avance. Et c'est la chute du cacao et tout, etc. J'ai écrit plusieurs fois dessus. Donc, l'État est une continuité. La Côte d'Ivoire, c'est vrai, avait déjà une certaine avance en termes d'infrastructure, mais l'État est une continuité. Et c'est pour ça que je dis c'est un faux débat, parce que on vient construire sur quelque chose, on avance et d'autres vont construire aussi, on hérite du bon comme du mauvais. Maintenant, sur l'éducation, ce que j'aimerais préciser, beaucoup de gens font vraiment cette erreur. Ceux qui ont fait bon, on se connaît, entre Ivoiriens, on sait qu'il y a Access Canada, c'est-à-dire l'immigration canadienne. Ils vont voir que dans l'immigration canadienne, quand les Canadiens veulent que des gens viennent au Canada, ils choisissent des métiers comme, ils préfèrent les métiers comme plombier, etc. Dans le développement d'un pays économiquement, nous en économie, on dit que quand tu as 10% d'intellectuels, de chercheurs, c'est bon, quoi. Parce que ceux qui développent les pays, c'est pas les gros intellectuels, en fait. C'est ça qui fait que dans le budget, on va pas. Mais moi, quand je faisais mon doctorat aux États-Unis, on était autour de 20 en doctorat. Il n'y avait qu'un seul Américain blanc, quoi. Un seul Américain, quoi. Tous les autres, c'était des étrangers. Parce que les Américains te disent, mais je vais faire un doctorat pour faire quoi? Moi, j'ai même déjà mon diplôme professionnel et tout, etc. Ça me va, c'est de la pratique, quoi. Donc, c'est un peu pour expliquer pourquoi, normalement, un État qui est bien géré ne va pas trop investir dans l'investissement, dans l'éducation supérieure, s'il a déjà atteint un certain quota de chercheurs, de professeurs et tout, mais plus focalisé. Je pense que c'est pour ça que on donne plus de focus sur le ministère de l'enseignement supérieur, de l'enseignement technique et professionnel avec l'école de la deuxième chance, etc. Et le ministre Nguessan qui fait un travail extraordinaire au passage. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ce qu'il faudrait comprendre également sur l'impact du budget. L'impact du budget dépend de la redistribution. Parce que nous sommes un pays encore pauvre. Excusez-moi, un pays en développement, on peut épiloguer dessus, développement, pays pauvre, pays développé, pays en développement, etc. Mais on n'a pas encore atteint le niveau des États-Unis ou des pays occidentaux en termes de développement. Donc, généralement, quand c'est comme ça, la manière d'impacter la population par les investissements, parce que c'est la redistribution. Et là aussi, je pense qu'il y a des choses, il y a des actions qui sont faites. Encore une fois, je relativise. Parce que le gouvernement Ouattara a fait des choses qui ne sont pas faites dans d'autres pays. Et ça me dira que probablement ça a commencé à être fait avant 1980, peut-être. Mais ce que je veux dire par ici, c'est que ce qu'il faut pour que ça impacte pour un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est qu'il faut redistribuer la richesse. Ça, c'est la première chose. Et il y a des efforts qui ont été faits où on avait dit, je crois, les gens d'un filet social, mais les montants sont ridicules. Il y a deux choses qui sont ridicules là-bas qui font qu'on ne peut pas atteindre l'objectif d'impact sur la population, c'est-à-dire pas la redistribution. Premièrement, les montants sont ridicules. Je pense que le premier montant, c'était en 5 000 qu'on distribuait aux filets sociaux, ou etc. Et je ne sais plus, mais je pense que ça a augmenté pour que ça atteigne le coût du SMIC autour de 60-65 000. Mais ça même, ça ne t'achète pas un sac de riz pour une famille en Côte d'Ivoire de 4-5 personnes, au fait. Les sacs de riz du mois. Donc, il faut que le gouvernement revoie au niveau du montant. Est-ce que vous voyez? Et deuxièmement, c'est par rapport à l'étendue de personnes qui sont affectées par ça. Et moi, par exemple, au niveau de mon ONG, on est en train de faire la promotion d'un projet que j'ai appelé Renpoku. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître ça aussi, c'est au niveau économique,
Ouattara, le président Ouattara, si tu l'attaques au niveau économique, il va se défendre. Mais sur d'autres aspects, on peut peut-être voir des faiblesses. Donc, par exemple, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a été citée comme plaque tournante de drogue, etc., comme d'autres pays hein, dans le temps. Mais le problème ici, c'est qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les fumoirs, les problèmes de busy, etc., existent. Et généralement, nous, les économistes, nous lions ces problèmes de busy des jeunes filles parce que on vous dit par exemple que le taux de sida parmi les jeunes en Côte d'Ivoire a explosé de plus de 25%. Et les fumoirs sont en train, malgré la lutte. Donc, ce sont des problèmes auxquels il faut s'attaquer sérieusement. Et ça, on relie ça au problème de la redistribution. Monsieur Maté, il y a une question, Monsieur Sigata, une question rapidement pour vous. Allez-y. Docteur Maté, je voulais savoir, est-ce que les filets sociaux, là, c'est le seul moyen pour redistribuer la richesse? Est-ce qu'il y a d'autres manières? Ouais, il y a d'autres moyens, je vais y arriver. Vous avez raison, vous avez parfaitement raison, il y a d'autres moyens. Donc, mais les filets sociaux et tout, c'est le premier, la première échelle ou le premier élément de redistribution. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que le montant augmente et que ça soit étendu à plus de familles, au fait. C'est ce que je veux dire. Ça, c'est le premier point. Et ça impacte, et on le voit très bien, dans l'étendue des phénomènes de busy, des jeunes filles qui se prostituent. On nous dit que le taux de sida a explosé parmi les jeunes à plus de 25%, a augmenté de plus de 25%, etc., avec les fumoirs. Donc ça, le gouvernement doit s'attaquer sérieusement à ça. Et ensuite, la deuxième chose pour l'impact, c'est l'entrepreneuriat. Est-ce que vous voyez? C'est l'auto-emploi. Il est impossible de trouver du travail dans l'administration parce qu'il y a trois manières de donner du travail aux jeunes. On l'a dit, j'avais parlé de 65%, je pense que j'ai été corrigé, on a parlé de 70%, 75%. Et il y a trois manières de trouver du travail aux jeunes. L'administration, quand je dis l'administration, il y a l'armée, il y a tout ce que vous voulez. Les entreprises ou l'auto-emploi, l'entrepreneuriat. Et l'administration, c'est limité. Et on le voit déjà. Pour les concours où on recherche 10 000 personnes, on en fait chaque année. Où on recherche 10 000 personnes, on voit 200 000 Ivoiriens qui viennent pour s'inscrire. Et ensuite, les entreprises, c'est limité. L'État a fait des efforts avec le PGDEC, avec l'aide pour que les entreprises recrutent, mais c'est limité. Donc, le véritable 80% de l'impact doit venir par la promotion de l'auto-emploi. C'est pour ça que j'ai été un peu triste quand j'ai vu le budget du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi à 90 milliards. J'ai été vraiment triste. Donc, il faut vraiment que le gouvernement s'attaque à ça. Et je me suis dit peut-être que par d'autres moyens, sur d'autres budgets, sur des aides extérieures, ils vont... L'autre problème, au-delà de l'auto-emploi, c'est les programmes Moi, j'ai été une des premières structures que l'agence emploi jeune, avec qui l'agence emploi jeune a travaillé. On a formé près de 15 000 personnes à travers la Côte d'Ivoire avec notre approche entreprendre avec zéro fonds extérieur. Et aujourd'hui, l'agence emploi jeune a des problèmes pour présenter des résultats parce que l'approche, excusez-moi, est améliorée. Je ne vais pas dire que ce n'est pas bon, mais l'approche est améliorée. C'est vrai que le gouvernement met beaucoup d'argent dans les jeunes. On parlait à un moment donné de 1 milliard par jour, etc. Les gens ont fait plein de blagues dessus. Mais l'autre moyen d'impacter la population, c'est de permettre aux jeunes d'avoir des projets et de les amener à financer ces projets et à être autonomes. C'est l'autre manière d'impacter. Mais pour ça, il faut la bonne approche de l'entrepreneuriat. Et nous n'avons pas encore cette bonne approche de l'entrepreneuriat. On a l'approche où on m'a parlé même on rassemble des jeunes pendant une demi-journée, on leur montre comment faire un business plan en une demi-journée. Après, ils font leur projet, leur business plan, on leur distribue de l'argent et puis la moitié va à l'aventure à travers la Libye, la Tunisie avec cet argent, et l'autre moitié bouffe. Et moi-même, quand je travaillais avec le ministre Sidi Touré à l'agence emploi jeune, au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, on est parti à des forums pour rencontrer des jeunes qui devaient de l'argent. Ils disent non, c'est notre argent, nous tous, on ne rembourse pas. Ils ont eu des propos vraiment, j'étais choqué, quoi. Est-ce que vous voyez? Ils disent non, c'est notre argent, on ne rembourse pas. Vous voyez? Alors qu'on vous a donné de l'argent pour faire un projet, vous bouffez l'argent, vous faites autre chose avec,
et puis vous dites vous ne remboursez pas, et puis il n'y a rien, quoi. Ça ne va pas quelque part comme on le dit au pays. Donc, véritablement, il y a des transformations profondes, et c'est pour répondre à Jean-Yves, et que à ces deux niveaux. Pour qu'il y ait de l'impact, il faut que le gouvernement véritablement adresse ces deux éléments de redistribution et de l'auto-emploi. Voilà. Merci beaucoup, M. Maté. Vraiment, on est quasiment à la fin de l'émission. Je sais que vous êtes on reste tous sur notre fin, malheureusement, mais c'était un débat, je trouve, assez intéressant. Et peut-être on poursuivra, M. Maté, on reviendra avec vous pour poursuivre, en tout cas, ces échanges sur ce budget, pour l'analyser en profondeur, peut-être même lundi, à l'occasion de notre émission spéciale consacrée à l'investiture ou l'intronisation du président Ouattara. L'investiture. Restons républicains. Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur Maté. Moussa, je m'en excuse, vraiment, on n'a pas beaucoup de temps d'aller en profondeur. Vous aurez voulu prendre la parole, mais on est débordé par le temps. Mais partie remise, rassurez-vous, le docteur reviendra pour aller plus en profondeur sur les sujets qu'on n'a pas pu aborder, notamment comparer notre budget à ce qui se passe un peu dans la sous-région. Il n'y a pas de comparaison. On fait partie des top 10 des gros budgets en Afrique et la première puissance économique de l'UA. Donc, quand vous regardez dans l'Afrique ouest africaine, il n'y a pas de comparaison. Et comme le docteur l'a dit, arrêtons de nous comparer aux autres. Donc, il n'y a même pas de débat. Sigata, merci. J'aimerais juste rebondir sur quelque chose. Non, ça, on ferme l'émission. Bah oui, mais quand même, c'est quand même important parce qu'on parle économie. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas un expert, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Le budget 2024, on avait en fait la Cour des comptes qui avait indiqué effectivement que sur les grandes lignes de ce budget, déjà en 2024, les grandes lignes étaient intéressantes. Le véritable problème aujourd'hui, c'est l'exécution. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a véritablement en fait un contrôle, un bilan sur l'exécution des budgets? Parce qu'il y a des projets qui sont mis en place, mais les projets, d'accord, souvent n'atteignent pas la date annoncée et souvent ils vont au-delà de cette date. Donc, juste pour dire à M. Tigata que la symbolique d'accord du budget est dans la quantité, dans le chiffre qui est impressionnant, il ne veut pas forcément dire l'efficacité ou l'efficience de ce budget. C'est l'exécution qui exprimera cela. Merci. C'est la grande faiblesse. Hein. C'est la grande faiblesse. Je pense que Jean-Yves a dit ça. Ça ne veut pas dire qu'on a l'argent dans la poche, en fait. À tout blanc, juste une question. Est-ce que tu as vérifié dans le budget si les 27 milliards de la CEI ont été exécutés? C'est une réponse bonne question. On y reviendra lors de l'intronisation. On y reviendra bientôt. Merci. On va saluer les abonnés. Si vous avez des personnes à saluer aujourd'hui. Non, moi, je n'ai pas de personnes à saluer. Juste peut-être saluer la mémoire de Nadia Sabé. Voilà, cette actrice ivoirienne, créatrice de contenu. Toute la bande à Carlyle, vraiment. En tout cas, toute la bande à Carlyle. Ariel Chéné. Je crois qu'Ahmed Kakou, qui était très proche aussi d'elle, qui a fait un post aussi ce matin sur ces raisons. En tout cas, on adresse toutes nos condoléances à la famille. Le papa aussi de... Je salue mon ami Samuel Choumouel, qui est le petit frère de Ariel Chéné, qui... Voilà. Également le groupe Aboutou qui a perdu Angelo Papa aussi. Oui, également. Voilà, le lead vocal du groupe. Et je réclame également mes excuses auprès de M. Tigata. Moi, je salue rapidement. Carly, si je peux. Allez-y, docteur. Je salue rapidement Apoutou National, qui m'a beaucoup impressionné avec la mise en place de sa fondation AP. C'est pas APF, c'est Apoutou National. Beaucoup impressionné. Donc, je le salue au passage. Ce qu'il est en train de faire, c'est merveilleux. Malgré son passage, bref, à la prison, tout ce que les gens ont dit sur lui, il continue. Et c'est ça l'Ivoirien, quoi. C'est-à-dire qu'il avance, le chien aboie, la caravane passe, il avance, et donc je le salue véritablement. Et au passage, je salue également le DG de la RTCI, mon frère et mon ami d'enfance, Lakoun Ouattara. Et merci à vous pour tout le travail que vous faites. Vous faites au niveau de Télésud un travail extraordinaire pour sensibiliser et donner de la voix à toutes les personnes, à l'opposition, avec la liberté d'expression. Merci à vous et félicitations. Merci beaucoup. Je tiens, moi en tout cas, souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un de très particulier, Madame Nando, née à Dopo, on est là, Saint-Fourienne, à mon frère Joël Kessier. Je salue Ruth Koumba, Viviane Koulibaly, Norbert Nabaron, Viviane Koulibaly, Dominique Koulibaly, mes grandes sœurs, je vous aime, je vous embrasse. Bonne soirée. Merci à Moustapha. Pardon, Romain, j'ai débordé sur mon temps. Bon week-end à vous.